Du coup, bienvenue à la session. On va essayer de la faire un peu plus rapidement que ce qui était prévu et au moins ça, voilà, ça touche bien à l'hyper-automatisation qui est le sujet de cette session. Du coup, je vous repasse les petites slides sur les sponsors qui sont inscrits. Moi, du coup, qui je suis le Pierre, je travaille chez Microsoft, la solution qui fait Teams, enfin, l'entreprise qui fabrique Teams, donc vous voyez là où on a bien rigolé juste à l'instant. Du coup, je suis Solution Architect sur Power Platform et du coup, j'accompagne les clients dans la mise en place de la Power Platform, donc les plus gros clients français sur l'utilisation de cette plateforme. J'ai mis mes petits réseaux pour aussi faire ma petite pub, donc ma chaîne YouTube, vous avez aussi mon tuteur, donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaie de faire des petites choses de manière régulière et en lien avec tout ce qui sort sur les nouveautés. Du coup, donc la session, elle va traiter de l'hyper-automatisation et de l'intelligence artificielle dans la Power Platform. Donc, c'est une session qui va mêler des concepts d'IA, de RPA et de DPA. Mais on va revoir ça ensemble pendant la session. Donc, il y aura quelques petites slides au début pour commencer, histoire de se remettre dans le bain, surtout que c'est la rentrée, donc histoire de bien voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la Power Platform, et après, on passe sur une phase de démo. Et du coup, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, etc. On va essayer de pouvoir rendre cela un petit peu interactif, donc ce sera cool. Du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des sessions sur la Power Platform, donc je vais le faire vraiment très rapidement, juste pour que tout le monde soit aligné sur la Power Platform et ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui a changé les derniers mois, etc. Du coup, on retrouve, alors je vais mettre comme ça un petit laser, donc Power BI. Power BI, je pense que c'est l'outil que tout le monde connaît normalement dans la Power Platform, l'outil qui permet de faire de l'analytique business dans la Power Platform, de créer des dashboards, des reports, etc. Power Apps. Power Apps, produit un petit peu star du moment, ce qui va permettre tout simplement de créer des applications en low-code à l'intérieur de la Power Platform, applications mobiles, tablettes, PC, deux types d'applications, des applications qui peuvent être aussi externes via ce qu'on appelle des portails, mais on ne va pas trop rentrer en détail aujourd'hui. Ensuite, Power Automate. C'est surtout de Power Automate qu'on va se parler aujourd'hui. Power Automate qui va permettre d'automatiser des tâches pour être plus productif. À l'intérieur de Power Automate, on a 3 produits majeurs. Le premier, c'est des produits de DPA, Digital Process Automation, ce qui va permettre de digitaliser un process et de l'automatiser. Par exemple, quand je reçois un email, automatiquement prendre la pièce jointe et me la placer dans un OneDrive ou dans un Google Drive. Ensuite, on a la RPA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui notamment en démonstration. La RPA, Robotic Process Automation, c'est ce qui permet d'entraîner un robot à faire des tâches répétitives et à les rejouer pour nous. Mais ça sera plus clair juste après. Et enfin, dernier produit qui est le moins connu, je pense, c'est Process Advisor qui permet de faire du process mining. Donc le process mining, c'est ce qui va permettre d'analyser un processus, de le comprendre, de voir toutes les interactions et derrière, de l'automatiser. Power Virtual Agent, création de chatbots conversationnels en low-code. Donc c'est construit au-dessus d'Azure Bot Service. Donc, c'est assez intéressant pour pouvoir créer des petits bots, les déployer dans Teams, dans Facebook, sur votre site web. Ensuite, on a Dataverse, en bas à gauche, le moteur de la plateforme. Donc, Dataverse, c'est un vrai back-end en mode SaaS qui va permettre de stocker de la donnée sous forme de table, mais aussi de créer des modèles de sécurité, d'aller créer des connecteurs qui vont, par exemple, pouvoir aller appeler des API, de pouvoir connecter des plugins. Vous allez aussi pouvoir avoir de l'audit, etc. à l'intérieur de Dataverse. C'est aujourd'hui un des piliers qui est important de connaître. AI Builder, on va le voir dans la démo, c'est tout simplement la possibilité de créer des petits modèles d'intelligence artificielle en low-code. Les connecteurs, aujourd'hui on a plus de 500 dans la Power Platform, ce qui permet d'aller solliciter, c'est une plateforme Microsoft, donc c'est quand même mieux quand ça utilise une Microsoft, mais dans l'idée c'est qu'on va pouvoir aller se connecter à un ensemble d'éditeurs, ça peut être du Salesforce, du SAP, par exemple du Google. PowerFX, PowerFX, c'est un peu la dernière nouveauté qui était arrivée il n'y a pas très longtemps sur la Power Platform. C'est tout simplement le langage de programmation utilisé dans la Power Platform parce qu'à la base, ce langage de programmation n'avait pas de nom. Et tout simplement, on s'est dit qu'on allait lui donner un nom. Il s'appelle PowerFX, il provient d'Excel. Il est très présent aujourd'hui dans Power Apps, mais il va s'étendre à terme, Power Automate, Power BI et PVA. Du coup, Power Automate. Power Automate, à l'intérieur, je l'ai dit, on a de la RPA, on a de la DPA, on a du process mining, wow, on a beaucoup de choses. Maintenant, comment on va essayer d'un petit peu éclaircir tout ça? Finalement, aujourd'hui,
si on raconte un peu l'histoire, dans votre organisation, vous avez ici au centre des applications héritées, donc plutôt des applications on-prem. Vous avez aussi certainement beaucoup de processus d'approbation à réaliser. Et enfin, vous en avez, sans c'est sûr, c'est des applications SaaS. Donc ça, c'est ce qu'il y a un petit peu aujourd'hui dans les écosystèmes des différentes organisations. À gauche, on a des processus qui cherchent à être digitalisés, mais qu'on doit connaître. Finalement, comment est-ce qu'on va être certain que le processus qu'on essaie de digitaliser, on le connaît bien, on le maîtrise, et ce qu'on fait, ça correspond aux besoins du métier. Ensuite, on a des besoins d'automatisation. Comment est-ce qu'on peut finalement solliciter de l'intelligence artificielle pour pouvoir automatiser, par exemple, de la gestion, enfin, de la reconnaissance de documents, par exemple. Des besoins de BI, de reporting, bien évidemment. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut aussi utiliser, par exemple, des applications low-code derrière pour aussi pouvoir nous aider et être encore plus agile. Et pour ça, la réponse, c'est Power Automate. Power Automate, on retrouve les applications héritées qui vont être automatisées à l'aide des desktop flows. Les desktop flows, c'est les robots Power Automate de RPA. Ils sont surtout intéressants lorsqu'on va utiliser des applications, par exemple, qui n'ont pas d'API. On va être capable d'aller automatiser une application on-prem qui tourne sur une machine virtuelle et derrière, de pouvoir effectuer certaines tâches. On a la partie Approval dans Power Automate qui permet de créer des flux d'approbation et de réduire du coup les échanges pour obtenir des approbations. Et on a les fameux Cloudflow que beaucoup de monde connaît maintenant, avec l'ensemble des connecteurs qui permettent directement d'aller connecter, automatiser des applications SaaS. Concernant la compréhension des processus, on a du coup Process Advisor, donc le Process Mining. AI Builder, pour utiliser de l'intelligence artificielle qui va permettre tout simplement, par exemple, d'aller analyser des sentiments, reconnaître des informations dans une facture, etc. Pour le reporting, on a Power BI, donc the outil de la Power Platform. Et pour les applications low-code, on a Power Apps. Donc ça, c'est un petit peu pour montrer ce qu'il y a dans Power Automate et comment Power Automate cherche à venir matcher les besoins qu'on rencontre majoritairement dans différentes organisations. Et donc, si on passe plutôt maintenant sur le sujet de la session, c'est l'hyper-automatisation. L'hyper-automatisation, c'est quoi? C'est la possibilité déjà du coup de comprendre, de découvrir des process. Donc pour ça, on utilise le process mining. On utilise du coup le process mining, on cible un processus, on l'analyse et on regarde comment l'automatiser. Ensuite, on utilise des plateformes plutôt low-code pour les automatisations vraiment end-to-end. On a Power Automate, Cloudflow qui vont permettre de démarrer par exemple un processus lors d'une récurrence quand un événement se déroule ou tout simplement directement de déclencher manuellement. Et ensuite, si on est dans un monde SaaS, à ce moment-là, pas de souci, on n'utilise que Power Automate, que les Cloudflow. Et par contre, si on a des applications on-prem, pas de souci, on peut aussi utiliser Power Automate Desktop, donc de la RPA, pour venir en soutien là-dessus. Et enfin, l'hyper-automatisation, ce qui ferme la boucle, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle là-dedans. Comment est-ce que finalement on analyse un processus, on le comprend, on le digitalise avec de l'IA et on l'automatise avec des applications de DPA ou de RPA. Et donc, pourquoi faire de la RPA en fait? Déjà, ça augmente l'efficacité et la précision. Souvent, avec de la RPA, on va aller automatiser des tâches qui sont time-consuming comme pas possible, qui en plus de ça sont très peu efficaces et sujets à quand même avoir beaucoup d'erreurs parce que les personnes, finalement, vu que c'est des tâches répétitives, vont plus se tromper. Ensuite, du coup, vu qu'on est plus efficace et plus précis, ça permet de réduire les coûts et donc du coup de mettre plus de focus là où on est plus efficace. Et enfin, on fait tout ça toujours dans un environnement qui est sécurisé pour éviter qu'on ait à la fin des robots un petit peu partout qui attaquent de la donnée avec un beau shadow IT. Donc on fait ça dans un environnement qui se veut sécurisé. Pour bien comprendre ce qui va se passer après dans les démos et comment fonctionne la RPA, il est important de comprendre deux concepts. C'est ceux qui sont ici à droite. Le premier, c'est Attended. C'est un robot qui finalement va être déclenché par un humain. Donc, moi, j'appuie sur un petit bouton, en général mon clic gauche, et de là, le robot se lance. Et après, il y a les robots qu'on appelle Unattended, qui sont en fait l'automatisation ultime, où finalement, le robot, lui, il tourne en arrière-plan,
et il a effectué des tâches, vous ne l'avez même pas remarqué. Ce qui est important ici, dans la démo que je vais vous montrer, c'est que c'est un cas qu'on va tourner en mode attended, je vais le déclencher, mais c'est un cas qui serait beaucoup plus puissant en unattended, mais ce qu'il y a, c'est que sinon, vous ne pourrez pas avoir le résultat directement à l'écran. Et donc, unattended, ça va par exemple être des robots qui vont souvent tourner sur des machines virtuelles, donc dans des VM, et derrière, en fait, le robot, il a tourné pendant la nuit, et le lendemain, quand on arrive, il a effectué toutes ses tâches. Et enfin, je ne mens pas quand je dis que Microsoft, quand je parle de Microsoft et de l'investissement sur Power Automate, là, c'est le petit moment marketing avec le Magic Quadrant. Et en fait, ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'en 2020, on était plutôt des visionnaires, Microsoft, sur la partie RPA. Il y a eu le rachat notamment d'une entreprise qui s'appelle Softomotive, qui a permis de rapporter des nouvelles connaissances sur la partie RPA. Et l'année d'après, on se retrouve leader sur la RPA. Donc, c'est quand même preuve d'une certaine maturité d'un produit qui arrive à maturité et qui répond plutôt aux attentes. Et quand on parle du coup d'hyper-automatisation, il y a la partie IA. Et donc ici, dans la Power Platform, on utilise surtout AI Builder pour faire de l'IA en low-code. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans AI Builder? On peut analyser du texte, le classifier, extraire des phrases, des sentiments, prédire des choses, extraire des informations, reconnaître des informations sur des images, sauvegarder bien évidemment les informations, et ici reconnaître, compter des objets dans des images. On va être capable de créer des modèles d'intelligence artificielle en low-code qui sont simples, encore une fois. Si on veut faire des choses plus poussées, plus complexes, pour ça, il y a les connecteurs. Et à ce moment-là, on utilise par exemple Azure Cognitive Services qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et dans les modèles d'intelligence artificielle qu'on veut créer. Si vous voulez utiliser AI Builder, ou si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ici, donc vous êtes dans Power Apps, vous êtes dans le portail, et à gauche, vous avez AI Builder. Vous pouvez démarrer un trial de 30 jours, bien évidemment, et vous pouvez créer des modèles d'intelligence artificielle. Il y en a ici 5 que vous devez entraîner. Moi, je vais vous en montrer un ici de form processing que j'ai entraîné. Et ensuite, vous avez des modèles qui ont déjà été entraînés par Microsoft et donc vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Et en fait, quand vous créez votre modèle, donc vous le sélectionnez, ensuite vous l'entraînez. Moi, je vais vous montrer comment j'ai entraîné un modèle de facturation. Et ensuite, j'ai des modèles qui sont déjà, comme je disais, préconstruits que je peux démarrer directement. Je n'ai pas à les entraîner. Et après, vous utilisez ça. Ça peut être dans une Power Apps ici. Moi, je vais vous montrer les deux cas. Je vais vous montrer dans une Power Apps et aussi, par exemple, ici, dans Power Automate pour pouvoir automatiser des choses. Et avant de passer aux prochaines étapes, et donc, du coup, on va passer à la démo. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà peut-être des questions dans le chat. En tout cas. Dans le chat, pas encore. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a des questions? Si vous avez bien des questions avant qu'on passe, si ce n'est pas clair, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la démo. Donc, Sylvie qui nous dit quel est le coût. Ah, ça commence quand même. Ah, ça commence fort, hein, alors, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir donc du coup les flows, la partie attended, donc ceux qui sont déclenchés manuellement est moins cher bien évidemment que la partie unattended qui tourne en arrière-plan lorsqu'on se parle de RPA. Par contre, ce qui est super intéressant avec la RPA, c'est que si vous voulez le tester, c'est gratuit dans Windows 10 et dans Windows 11. C'est-à-dire vous pouvez télécharger Power Automate Desktop. C'est une solution qu'il faut télécharger et installer sur votre PC. Et pour un usage personnel, donc vous ne pouvez pas le partager avec d'autres personnes, vous pouvez commencer à utiliser Power Automate Desktop juste après. Et c'est gratuit à ce niveau-là. Vous pouvez, avec vos licences Office, avec Windows, pardon, commencer à utiliser. Et après, pour des cas plus poussés, bien évidemment, c'est un peu plus cher. Dans la salle, est-ce qu'il y a une autre question? Ça va pour l'instant? Ça va? Et Sylvie demande aussi le coût de l'AI. Alors l'IA, ouais. En fait, l'IA, c'est un modèle de licensing qui est fait à la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, il existe une calculette, je pourrais vous mettre le petit lien qui va bien. Il existe une calculatrice AI Builder qui est dispo,
et qui permet d'évaluer les coûts d'AI Builder. En fait, vous achetez ça sous un format de crédit. Par exemple, vous avez 100 000 crédits AI Builder qui vont vous permettre de créer des modèles d'IA. Et là, pareil, comme j'ai dit, vous pouvez démarrer un trial. Il y a des trials de 30 jours qui sont faits. Et si vous voulez tester tout ça, il y a maintenant disponible ce qu'on appelle le développeur plan, qui est en fait un licensing où vous vous connectez avec vous connectez directement avec vos credentials et vous pouvez tester en fait toute la Power Platform gratuitement, AI Builder, la RPA, etc. Donc c'est gratuit et vous pouvez tout tester. Donc c'est plutôt mal avant de se plonger, de pouvoir un petit peu tester, voir son use case, etc. Donc je vous mettrai les petits liens qui vont bien juste après dans le chat. Donc AI Builder, le pricing de Power Automate Desktop et je vous mettrai le développeur plan. Si on passe, moi qui ai encore des questions, mais sinon on peut passer du coup à la petite démo. Je peux y aller, je pense. Ok. Du coup, donc moi je suis une entreprise et mon entreprise, c'est toujours la même, hein, elle s'appelle toujours Contoso, hein, là je pense que j'étonne personne. Et en fait, je reçois des factures de mes clients. Ces factures, je les ai ici, dans un fichier invoicing. Pour vous montrer, une facture, elle peut ressembler tout simplement à ça. C'est un modèle standardisé. C'est ici qu'on arrive aux limites d'AI Builder. C'est que si j'avais eu un modèle de facture qui change de facture en facture, là, je vais plutôt utiliser des services type Azure Cognitive Services pour pouvoir analyser ma facture. Mais ici, en fait, si on regarde bien, cette facture, tout comme celle-là, c'est toujours la même. Donc, j'ai pu tout simplement entraîner un modèle d'IA déjà qui va reconnaître cette facture. Donc, pour ce faire ici, hop, ça c'est pour montrer après la démo. Désolé. Par contre, je risque de devoir me reconnecter partout. C'est pas grave. Bon. La petite navigation privée, c'est pas grave. Bon. On va faire plus simple. On va tout fermer. Et on va tout réouvrir. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai créé un modèle d'IA. Donc pour ça, ici, si vous regardez ici, du coup à l'écran, j'ai donc ça c'est un compte développeur plan pour faire aussi la petite démo au passage. Donc c'est un compte que j'ai créé qui va me permettre d'utiliser en fait toutes les capacités. Donc c'est une démo que vous pouvez reproduire si vous avez besoin de voir les capacités, de pouvoir l'analyser plus en détail. Donc ici, dans Power Apps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné à l'aide de mes 5 factures de référence. Donc ici, j'ai un modèle qui est juste ici, que j'ai déjà entraîné, parce qu'il faut compter environ une bonne demi-heure pour pouvoir l'entraîner, qui s'appelle facture client. Donc ce modèle, ici, je l'ai entraîné, j'ai référencé des champs, je lui ai fait comprendre que, bon, ben, par exemple, ici, ça, c'est un numéro de facture, ça, c'est la date à laquelle on doit régler la facture, le montant restant, le client, l'adresse mail, etc. Je pense que vous avez compris. J'ai créé ce modèle d'IA, je l'ai entraîné. OK. Ça, c'est ce qui s'est passé avec AI Builder. Ensuite, lorsque... je pense qu'il y a un micro qui n'est pas muté, je ne sais pas dire. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé dans Power Automate. Pourquoi dans Power Automate? Parce que en fait, j'ai un logiciel de facturation qui est celui que vous voyez à l'écran, juste ici, qui s'appelle Contoso Invoicing. Et dans Contoso Invoicing, je fais finalement toujours les mêmes tâches. À chaque fois, j'ouvre la solution, je sélectionne ici Invoice. Dans Invoice, je sélectionne un nouvel enregistrement, je copie-colle du coup la date d'une facture. Donc ici, par exemple, je vais mettre Contoso, je vais mettre le contact, donc je vais mettre mon adresse mail, je vais mettre un montant. Ce montant, c'est par exemple 98 $, par exemple ceci, et je le passe en payé. Une fois que c'est payé, je sauvegarde, ça arrive ici en haut, et ensuite je fais File, Exit. Donc c'est quand même un processus qui est super répétitif. Et imaginez si j'avais 200 factures à faire par jour,
on est certain derrière que je fais une erreur, que je copie-colle mal les choses et surtout que je perds un temps phénoménal. Donc, pour ça, j'ai commencé à utiliser, juste ici, on va appeler ça, j'ai commencé à utiliser Power Automate pour aller automatiser ça. Donc, si on retourne dans Power Automate juste ici, je vais vous montrer le petit flow que j'ai créé. Donc ici, j'ai créé une solution RPA. Et à l'intérieur, du coup, j'ai créé un flow qui va me permettre d'aller automatiser le processus de rentrer des informations dans ce logiciel de facturation. Donc pour ce faire, c'est super simple. En général, je sais que mes clients m'envoient la facture par email. Donc, tout simplement, à chaque fois qu'un email arrive dans ma boîte de réception, et si cela contient une pièce jointe, seulement lorsqu'il y a une seule pièce jointe, on va déclencher une automatisation. Donc, pour résumer, j'ai reçu un email, j'ai une pièce jointe, OK. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'ai une pièce jointe, on va aller à l'intérieur voir la pièce jointe et pouvoir matcher cette pièce jointe avec mon modèle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si une personne m'a envoyé une facture qui correspond au modèle d'intelligence artificielle que j'ai créé dans AI Builder sous un format PDF, à ce moment-là, AI Builder va aller analyser le contenu directement de cette pièce jointe et en extraire des informations. Donc, il va pouvoir extraire, comme je l'ai entraîné, le montant, l'email, le numéro de téléphone, par exemple, la date à laquelle je dois payer. Et ensuite, ce que je veux, c'est qu'il aille me rentrer les informations directement dans Power Automate Desktop, donc avec de la RPA. La RPA, elle va venir prendre les informations et aller les mettre dans mon logiciel de facturation. Donc, ça se présente comme ça. J'ai créé un modèle que je vais vous montrer, un robot directement qui va pouvoir aller rentrer les informations. Il tourne en mode attended, donc il va être déclenché sur ma machine quand je vais être connecté. Et ensuite, il va rentrer ces informations-là sous une forme de variable. Il va me rentrer l'information restante à payer, la valeur, donc du coup le contact, l'adresse email par exemple, facturé à qui s'adresse cette facture, à quel client, et enfin à quelle date. Ce qui est intéressant ici, ce que je vais aussi vous montrer, c'est qu'on va envoyer de l'information depuis cet email qui arrive avec cette pièce jointe dans mon logiciel de facturation. Mais en plus de ça, le robot il va être capable d'aller lire une valeur dans mon logiciel de facturation et de me créer une nouvelle facture aussi dans ma table, dans ma base de données, donc dans Dataverse. Et ça, on le verra juste à la fin, c'est ce qui va permettre aussi de confirmer que le flow a bien marché. Si je reviens une seconde dans Power Automate Desktop. Donc Power Automate Desktop, c'est voilà la solution. Elle est installée sur mon PC. Je me connecte avec mes credentials et j'arrive sur mes environnements Power Platform. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un robot. Ce robot, qu'est-ce qu'il fait? Très rapidement. Déjà, je lui ai appris ici, grâce à des actions que j'ai sur la gauche, à exécuter une application qui est sur mon PC. Je lui ai donné tout le chemin de l'application, elle se trouve dans Programme, etc. Et elle s'appelle Legacy Invoicing App. C'est l'app que je vous ai montré juste avant. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je vais vous le montrer sur un nouveau robot que je vais créer, comme ça vous allez comprendre comment j'ai acheminé tout ça, on va dire. Ici, on va l'ouvrir et vous allez comprendre comment j'ai entraîné le robot à rentrer les informations. Je pense qu'il est déjà en train de s'ouvrir, voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en parallèle, on va aller on va ouvrir le logiciel, histoire que vous puissiez bien comprendre. Et voilà. Alors du coup, moi je sais que j'ai ce logiciel-là, c'est ma solution Contoso Invoicing, et je dois lui apprendre certaines tâches. Donc au-delà de la première action qui est de lancer la solution, ça je pense que vous avez compris comment ça marche,
ici, j'ai des enregistreurs. Je peux enregistrer une application web et je peux enregistrer sur une application de bureau. Ici, on est dans le cas d'une application de bureau. Je sélectionne et j'ai ce petit enregistreur qui s'ouvre. Avec cet enregistreur, je vais pouvoir du coup démarrer mon enregistrement. Ici, je vais lui dire, une fois que je suis dans Contoso Invoicing, clique sur la partie Invoice, juste ici à l'écran. Donc, sélectionne-moi cette partie. Ensuite, sélectionne en haut nouvel enregistrement. Ici, on rentre une date. Hop, on rentre un compte. On rentre un contact, etc. On rentre un montant, blablabla. Vous avez compris. Ensuite, je lui dis de passer ça en paid, de sauvegarder, et enfin, de fermer la solution. Donc là, je l'ai enregistré. C'est ce que j'ai fait dans l'exemple que je vais vous montrer. C'est comme ça que j'ai pu... ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiné un petit peu le modèle, étant donné, donc voilà, ça m'a mis toutes les choses. Et ensuite, j'ai créé des variables pour indiquer ici, en fait, par exemple, ici, on ne va pas vouloir rentrer toujours la date du 10-08-2102. Ici, par exemple, on veut prendre la date qui revient d'une facture depuis Power Automate. Donc, j'avais créé différentes variables. La synchro se fait entre Power Automate Desktop et Power Automate pour pouvoir rentrer les informations. Et à la fin, on se retrouve comme ceci ici, avec une application qui s'exécute, des variables, une variable d'entrée qui me permet de prendre de l'info, contact, date, email et restant à payer. C'est les variables qu'on retrouve ici, restant à payer, email, contact et date. Et une variable de sortie, ID, qui est en fait l'information que va lire grâce à de l'OCR, la RPA, pour me la mettre ici, dans un nouvel enregistrement, à l'intérieur de ma table facture dans Dataverse. Donc voilà un petit peu l'automatisation qui a été créée, et donc elle est présente juste ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester. Je vais vous montrer comment elle marche, et vous allez pouvoir apprécier le résultat. Du coup, je ferme Power Automate Desktop, je ferme tout comme ça. Vous voyez bien que je ne vous mens pas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester directement notre petit flow en sélection test, et on va directement le déclencher en envoyant un email avec une pièce jointe, parce que c'est ce qui déclenche finalement cette automatisation. On va lancer Outlook. On va devoir passer par là, c'est pas grave. Comme ceci. Ok, donc là tout est bon. Maintenant, j'ai juste à lui dire Save and Test. Et j'ai juste à lancer à présent mon petit flow qui est ici, qui va me permettre finalement d'aller voir le résultat directement du robot. Alors je vous demande d'être assez attentif parce que normalement ça va aller assez vite une fois qu'il va se lancer. Ok, donc envoyer un nouvel email, c'est parti. J'ouvre un nouvel email, je me l'envoie à moi-même. Facture, comme ceci. Je vais aller en prendre une que je n'ai pas encore pris. Donc dans mes factures, on va prendre Tailspin juste ici. On va l'ouvrir. Donc on a bien ici, vous voyez, le flow qui va bientôt se déclencher. Je vais juste fermer mes petites choses pour ne pas le perturber au maximum. Ok. Et bon, on est tout bon. Du coup, j'envoie la facture. Je viens de la réceptionner. Du coup, si on va dans Power Automate, à partir de là, on va voir le flow qui va du coup s'exécuter. Petit couac de vidéo, il va s'exécuter, et ce qui va permettre de voir qu'il a fonctionné ou pas, c'est le moment où on va avoir Contoso Invoicing qui va s'ouvrir en bas dans ma barre des tâches. Et on va avoir le robot qui va fonctionner à notre place. Alors du coup, je ne sais juste pas si c'est lancé, parce que du coup, il y a eu un petit... je pense que c'est à cause du partage. C'est pas grave, on va le relancer. C'est les joies du direct. Voilà, et du coup, on va renvoyer l'email. C'est pas grave.
à moins qu'il s'ouvre peu d'instants, et là, ça va être vraiment magnifique. Envoyer wingtip. On va se l'envoyer, elle est arrivée, et surtout, et on se reprend le petit bug d'affichage, c'est vraiment génial. Donc voilà, il s'est lancé, il rentre les infos, il crée la nouvelle facture, il rentre le compte, il rentre le contact, il rentre le montant, il passe en facturé, en invoice, je l'avais mis en invoice, et il ferme et il sauvegarde. Et à partir de là, il a terminé. Et donc, il va ensuite maintenant rentrer les informations aussi dans Dataverse. Et lorsque le flow sera terminé, c'est qu'on aura bien l'information dans Dataverse qui a été rentrée. Étant donné qu'on a envoyé 2 emails à cause du petit bug d'affichage, on devrait même avoir du coup un deuxième flow qui va partir juste derrière et il va rentrer la deuxième facture, je crois. Si j'ai bien analysé ce que j'ai fait. Et c'est ce qui va permettre, de toute façon, ce qu'on va voir à la fin, c'est si l'information est dans Dataverse, c'est que le flow s'est très bien déroulé, parce qu'on aura du coup l'ID de la facture qu'on a rentrée directement dans Dataverse. Donc ça, on peut aller le voir directement. Moins de 5 minutes. Hein. Ouais, ok. Pas de souci. Donc on l'a ici. Si je vais dans Data, dans ma table, et que je prends Donc là, c'est le deuxième qui tourne, que vous voyez à l'écran. Donc là, comme je disais, ce n'est pas un cas qui est fait pour de l'attended, étant donné que là, maintenant, je ne pourrais pas utiliser mon PC, étant donné qu'il est en train de tourner, le robot, devant vos yeux ébahis. Mais ça aurait été vraiment génial que là, il tourne du coup en arrière-plan. Donc là, le deuxième robot est terminé. Et il va aussi aller mettre... Elliot, c'est justement la question de Sylvie qui se dit, bah, finalement, que se passe-t-il pour l'utilisateur? Il perd pour le contrôle du PC, souris et clavier? C'est ça, c'est que là, dans le cas de l'attended, étant donné que c'est moi qui l'ai lancé, il tourne quand je suis connecté sur ma machine, il vient, on va dire, m'empêcher de travailler pour le coup, parce que je n'aurais pas pu utiliser ma souris. C'est le genre de choses, Elliot, qu'on lance sur des machines virtuelles. Exact, et c'est là que du coup, on passe sur le modèle unattended, et donc il tourne sur une machine virtuelle. Et, par exemple, dans ce cas-là, on sait très bien que vous n'allez pas automatiser toutes vos factures qui arrivent par email. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un flow qui prend les factures, les pose dans un OneDrive ou dans un SharePoint ou n'importe où, et le soir, quand personne n'est connecté, on a une machine virtuelle qui s'allume, elle va récupérer les toutes nouvelles factures, elle y rentre dans l'outil, le lendemain, vous arrivez au boulot, tout est de retour directement dans l'outil. Et donc là, on a bien tous les ID qui sont dans... J'avais déjà fait la démo plusieurs fois, mais il en fallait 2 de plus. Et on voit bien qu'ils ont été ajoutés aujourd'hui, mais du coup, c'est sur des autres horaires, à mon avis. Mais c'est bien à la bonne date aujourd'hui, la 1060. T'es en UTC? Ouais, ça doit être ça. Et du coup, mais on voit bien qu'elles sont à la bonne date, la date d'aujourd'hui, etc. Voilà. Et juste pour terminer en 1 seconde, parce que là, on l'a fait avec Power Automate. Je vous ai dit que c'était aussi possible de le faire au cas où avec du Power Apps, parce que vous n'avez peut-être pas toutes vos factures qui arrivent par email, enfin factures ou autres documents. On peut aussi le faire comme ça avec Power Apps. Je sélectionne Analyser. Je prends une facture, elle arrive. Le modèle reconnaît un petit peu la facture. Il souffle un peu, on est en train de le tuer, le modèle. Et il a repris toutes les informations, il me les a mis ici dans des champs, j'ai un bouton, et de là, on va peut-être pouvoir passer à la phase de questions si vous avez, mais pendant ce temps, il va tourner et on va voir qu'il va aussi aller me rentrer les informations à l'écran. Merci, Elliot. Alors, est-ce que dans la salle, quelqu'un a une question pour Elliot? Oui, allez-y. On peut mettre une phase en fait de stop avec une entrée manuelle. Elliot, est-ce que tu as entendu ou je répète? Ouais, on peut tout à fait le faire dans Power Automate Desktop. On peut très bien imaginer au début une phase d'un pop-up qui arrive à l'écran. Vous allez pouvoir rentrer une information manuellement. On peut aussi, entre des actions, le délai. Lui dire, là du coup, je m'auto-coupe juste pour info. Là, il est en train du coup de rentrer depuis la Power Apps. Et donc, bien évidemment, ouais, on aurait pu aussi mettre une pause entre 2 actions si on doit effectuer une tâche. Par exemple, pour certains robots où on touche vraiment à des processus très complexes, on va souvent mettre des petits délais de quelques secondes entre les actions pour pas que ça s'enchaîne non plus trop vite. Et du coup, Elliot, on peut aussi dire tu démarres après que l'action précédente est finie. Oui, bien évidemment, on peut créer
on peut créer, si on va vraiment dans des modèles très complexes, dans des équipes RPA, en général, on a un flow par an qui va ensuite déclencher des flows enfants qui vont faire d'autres actions, etc. On a une autre, ça répond à votre question? Oui. On a une autre question sur le chat de David. Si nous avons des factures de différents formats, clients différents par exemple, faut-il donc prévoir de faire un modèle par type de facture? Si oui, peut-on coupler plusieurs modèles dans un même robot avec un test en entrée pour savoir quel modèle utiliser? Très bonne question, David. Oui, on peut faire des espèces de. Alors, c'est un moment où on va faire des arbitrages. Où est-ce qu'on fait plutôt un modèle avec un peu une condition à l'intérieur? Si c'est ce modèle, alors nanana. Si c'est ce modèle, nanana, etc. Ou tout simplement, on fait plusieurs flows pour différents modèles. Ou, troisième méthode, on prend tous les modèles, on les met tous ensemble. Et là, on passe plutôt sur des solutions type Azure Cognitive Services, où on va utiliser la puissance d'Azure à ce moment-là pour pouvoir analyser toutes les factures. Le modèle va comprendre à chaque fois ce qu'on a envie de sortir et on n'a qu'un seul flow. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, c'est plus, on peut rentrer dans de la consultation où il faut vraiment aller voir plus en détail les factures, etc. Ok, on espère que ça a répondu à votre question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai une petite question. Oui. C'est la création du modèle en termes mathématiques qui coûte des crédits et l'utilisation est gratuite sous réserve qu'on ait la bonne licence, ou c'est à chaque utilisation du modèle qu'on paye des crédits? C'est à chaque fois que tu vas utiliser le modèle. D'accord. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'on est limité à un nombre d'étapes tel qu'on peut l'être limité en flux cloud? Il me semble que c'est 500 étapes. Si je dois intégrer 1000 factures, est-ce que je suis obligé de lancer plusieurs fois mon flow en RPA? De toute façon, les flows d'RPA chez Microsoft, ils marchent au nombre d'appels d'API. En fait, à chaque fois que tu vas le déclencher, il va te consommer une API, enfin un appel. Et donc, à ce moment-là, si tu as 10 000, bah, si ta capacité est de 10 000 et que tu veux faire tourner 10 000, tu vas pouvoir le faire. Ok. Ok, ben merci beaucoup Elliot. Il est 14h50, donc on va passer à la conférence suivante. J'ai gratté un peu de temps sur les suivants. Ouais. Merci beaucoup Elliot et pour cette présentation. Et puis, voilà, si c'est bon pour tout le monde, Elliot, tu as peut-être quelques petites choses à rajouter avant la fin, vas-y. Non, bah, je vous ai mis là les petits liens qui vont bien si vous voulez continuer à vous former là-dessus. C'est une technologie qui est bien, qui devient mature, donc qui est même mature aujourd'hui. Donc c'est top.